La tarte est l'une des pâtisseries les plus connues dans le monde entier. Son apparition remonte au Moyen-Âge. Alors les pâtissiers ont commencé par la tarte salée, puis est arrivée la petite sœur, la tarte sucrée. Mais alors, quelle innombrable déclinaison on peut faire avec une tarte? Là vraiment, on peut plaire à tout le monde, toutes les générations et toute l'année. On peut les servir froides, tièdes, on peut les garnir de fruits de saison, de crème, de chantilly. On peut vraiment adapter la recette à sa sauce. Mais, et je dis bien mais, attention, il faut qu'elle soit bonne. Il faut que votre pâte soit bien croustillante, parfaitement cuite. Pareil pour les ingrédients, ne mettez pas tout et n'importe quoi. Cherchez l'équilibre, la gourmandise. Et après, la seule limite, c'est votre imagination. Alors, voici un secret food cuisine pour réaliser une superbe tarte chocolat, caramel et cacahuètes. Waouh! On va commencer notre recette par réaliser notre pâte brisée. Vous verrez que la recette que je vous propose va avoir plusieurs étapes avec des temps de pause qu'il faudra absolument respecter. C'est très important pour la réussite de votre recette. Tout va résider en fin de compte dans les temps de pause. D'accord? Alors on va commencer par notre pâte brisée. Moi je mets des gants pour éviter de me salir un peu trop les mains. Après vous pouvez aller vous laver les mains à l'eau tiède, ça sera pratique. Je vais mettre dans un saladier de la farine. Alors sur cette recette, j'ai fait le choix moi de faire une pâte brisée tout simplement parce qu'on a le caramel, on a également la ganache chocolat, donc c'est une tarte qui est assez sucrée. Si vous aimez la pâte sablée, vous pouvez faire une pâte sablée. Moi j'ai préféré enlever un peu de sucre. Donc je vais faire un petit puits dans ma farine, comme ceci. Dans mon puits, je vais venir déposer mon sucre, mon sel et mon eau. Ce que je vais commencer à faire déjà, c'est commencer à mélanger au milieu mon liquide avec ma farine. Je vais ensuite venir intégrer le jaune. Je vais casser mon œuf à plat sur le poste de travail et je vais clarifier mon œuf. Donc moi, je ne veux que le jaune, je ne veux pas du blanc. Et je vais continuer à mélanger ma pâte. Alors l'objectif est de commencer à avoir une masse plutôt homogène. Donc je continue toujours en partant du milieu. Là, vous voyez, mon jaune tout de suite s'intègre bien au reste. Et je mélange tranquillement. J'ai du beurre sur le coin de mon poste. Ce beurre, il est pommade. Ce n'est pas un beurre qui sort du frigo. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il s'écrase directement. Je vais venir incorporer au fur et à mesure mon beurre. Donc je l'intègre dans ma pâte. Et toujours du bout des doigts, j'incorpore mon beurre dans ma masse. L'ensemble va commencer à bouler, c'est-à-dire à vous faire une boule, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous rajoutez juste un tout petit peu d'eau. Quand je vous dis de l'eau, ne la mettez pas trop rapidement. Attendez quand même de voir si ça s'agglomère. Regardez, vous voyez, moi, plus j'avance, et plus ma pâte commence à se bouler. Donc là, vraiment, au départ, on y va, on la travaille, cette pâte. Quand vraiment elle commence à bien bouler, c'est-à-dire que vous n'avez plus de morceaux qui se séparent, vous voyez, ce qui est mon cas à moi. Ce que vous pouvez faire, c'est regrouper votre boule, comme ça, et on va la travailler un peu à la main, vous voyez. Vous voyez, votre beurre qui commence à bien travailler dans la pâte. Elle commence à devenir collante un peu aux mains, ça c'est bien. Là, ma pâte, moi, elle me plaît bien, vous voyez. Alors, il va y avoir une chose très importante à faire quand vous faites une pâte brisée comme ça, il va falloir la fraiser. Fraiser, c'est quoi? Fraiser, c'est faire en sorte que le beurre pénètre bien partout dans la pâte. Donc moi, je coupe en 4 mon pâton et je m'occupe de chaque quart les uns après les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon pâton comme ça et avec l'arrière de ma main, je vais venir prendre la pâte et la pousser comme ça sur le poste. Vous voyez? Ça s'appelle fraiser. Et ça me permet de m'assurer que mon beurre, ma farine, vont être bien mélangés avec le reste. J'hésite pas, je la travaille bien. Je peux le faire 2 fois si je veux. Je veux vraiment une pâte bien lisse. Cette partie-là, elle est faite. On fait la suivante. Super. Allez, je reboule l'ensemble. Donc je ne m'embête pas, je réunis toute la pâte, je la travaille un peu avec les mains. L'objectif est de faire une belle boule. Je la fais assez plate, d'accord? Parce que tout à l'heure, quand je vais la sortir du frigo,
bah, le beurre va avoir refigé, donc elle va mettre beaucoup de temps à pouvoir se travailler, vous voyez. Et je l'aplatis bien, et je vais la filmer au contact, pour éviter que l'air ne vienne oxyder ma pâte. Donc papier film, j'entoure ma pâte, mon pâton est propre, je vais pouvoir partir au frigo pour 1 heure minimum, 1h30, 2 heures d'idéal. C'est parti. Ma pâte a reposé 1 heure au frais. Et ce que je fais moi, c'est que je la sors au bout d'1 heure et j'attends encore 20 minutes, juste le temps qu'elle soit pas trop ferme. Parce que si elle est trop dure, quand vous allez l'étaler, elle va énormément craqueler. On va fleurer notre poste de travail. Donc on va mettre un peu de farine sur le poste de travail, comme ceci. Pas trop hein, au départ, s'il faut on vient en remettre. Donc là moi je vais juste commencer doucement par faire des petites pressions comme ça sur ma pâte dans un sens, dans l'autre, en essayant tranquillement déjà, sans faire rouler mon rouleau, hein, de la faire légèrement s'assouplir. Quand votre pâte est vraiment très très froide, elle va craqueler ici sur les bords. C'est normal. Ce que vous pouvez faire, c'est soit attendre encore un petit peu, si vous êtes patient, si vous avez le temps, soit sinon, bah, vous étalez quand même. C'est pas dramatique. Et dès que vous l'avez étalé, dans un premier temps, en appuyant sur les extrémités, ensuite, après, vous n'avez plus qu'à tranquillement passer au rouleau. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une abaisse. Une abaisse, c'est l'épaisseur de la pâte, une fois qu'on l'a étalée. On va chercher une abaisse à peu près 3-4 mm. Sur cette tarte-là, j'aime bien une abaisse assez épaisse quand même. Vous voyez, j'ai pas besoin à chaque fois de rajouter de la farine. Hein. En fin de compte, juste, je reviens repasser sur la farine que j'ai mis sur le poste, comme ça. Et ça me permet de pouvoir étaler ma pâte. Alors l'abaisse, moi, commence à être pas trop mal. Je vais la retourner. On essaye d'avoir une épaisseur un peu régulière, donc passez la main dessus. Vous sentez en passant la main dessus. Hein. Mon abaisse est prête. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'enlève l'excédent de farine. Parce que vous voyez, sous ma pâte, moi, j'ai plus rien. Je vais la retourner et je vais également passer un petit coup de balayette. Moi, j'ai fait le choix de faire des petites tartelettes individuelles. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit cercle. Vous pouvez très bien aussi la faire en grand modèle si vous voulez directement dans votre plat à tarte traditionnel. C'est un peu plus mignon d'avoir sa petite tartelette individuelle dans son assiette. J'ai la taille de mon cercle, mais forcément, il va me falloir une épaisseur beaucoup plus large pour que ma pâte dépasse et que quand je vais foncer mon moule, bah, je puisse facilement avoir ma pâte qui dépasse. Donc moi, je prends un bol qui est, vous voyez, à peu près 1 cm plus large que mon cercle, qui me permet d'avoir la bonne taille pour ma pâte. Je vais prendre mes moules, petit carré de beurre, mes cercles, et je vais juste mettre un petit peu de beurre à l'intérieur de mon cercle. C'est pas spécialement pour que ma pâte ne colle pas pendant la cuisson, c'est surtout pour que ma pâte, en fin de compte, colle à mon cercle quand je vais foncer. Ça va m'aider. Vous pouvez mettre aussi de l'eau. Et là, je vais venir tailler mes cercles de pâte. Donc je prends mon bol et avec un couteau, je vais faire le tour du bol pour avoir ma pâte. Voilà. Je vais enlever l'excédent de pâte que j'ai autour. Je peux la reprendre, la bouler légèrement sans trop la travailler et je pourrais l'utiliser pour une autre préparation. Et là, maintenant, je vais foncer mes cercles. Je prends le cercle, je le pose sur le poste de travail, je viens mettre ma pâte au milieu et là, je vais aider ma pâte à rentrer à l'intérieur de mon cercle, comme ceci. Et là, vous voyez, ma pâte dépasse. En même temps, ce que je vais essayer de faire, c'est de bien pousser au fond du cercle pour avoir un angle droit. Et vous voyez, votre pâte, elle va accrocher très rapidement au fond de votre cercle. C'est normal. Donc vous voyez, là, moi, j'ai quand même une belle épaisseur de pâte, hein, c'est voulu. Et ce que je fais, c'est que je presse légèrement sur le haut, comme ceci, pour pousser ma pâte vers le haut. Je veux qu'elle dépasse un peu du cercle parce que forcément, sur une cuisson à blanc, c'est quand on cuit notre pâte toute seule dans le cercle, votre pâte va légèrement se rétracter. Donc important, toujours, faites-la dépasser au moins de 3-4 mm sur le dessus. Vous voyez, comme ceci. Là, notre fonçage est fait, je repose ma tarte et je recommence l'opération sur tous mes cercles. J'ai mes 4 petites tartelettes qui sont prêtes. L'erreur à ne pas commettre, c'est de tout de suite passer sur l'étape cuisson. Il faut que votre pâte repose de nouveau parce que le fait de l'avoir travaillé, vous l'avez re-rendu élastique et
si vous mettez cette pâte qui est élastique au four à une température élevée, eh bien votre pâte, elle va se rétracter. Et si elle se rétracte, vous n'allez plus avoir une tarte qui sera haute, elle va se rétracter complètement et vous allez avoir une toute petite tarte avec un fonçage qui ne sera pas optimal. Donc, on va la repasser au frais pendant 1 heure minimum. C'est parti. Mes petits fonçages ont reposé précisément 1h10 chez moi. D'accord? Ces petits fonçages, eh bien, on va pouvoir les cuire à blanc. Donc on préchauffe un four à 180 degrés, chaleur tournante. On va s'occuper de stabiliser encore une fois notre pâte. On va mettre des poids à l'intérieur. Ces poids vont permettre de caler la pâte, d'éviter qu'elle gondole, qu'elle bouge dans le moule pendant la cuisson. D'accord? Je le fais bien la pâte qui bouge dans le moule. Hein. Vous avez remarqué? Ça fait assez d'oblasi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit papier sulfu par-dessus notre pâte pour pas mettre en contact direct les billes d'argile ou autres sur notre pâte. Donc moi, je prends un petit carré de papier sulfurisé que je viens caler à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et je le mets le plus possible au contact de ma pâte. Vous voyez? Là, celui-ci, il est bien. Et je vais faire la même chose sur chacune de mes petites tartelettes, de mes petits fonçages. Pardon. Nous, en cuisine, on a ce qu'on appelle des billes d'argile. C'est ça. Ils vous en vendent dans le commerce. Ça vaut une petite fortune. Vous mettez du gros sel, du riz, des légumineuses, ça marche bien aussi. Ce qu'on veut, c'est juste du poids pour éviter que la pâte ne bouge pendant la cuisson. D'accord? Donc là, je vais prendre mes billes d'argile et je vais bien remplir à l'intérieur de mes tartelettes mon papier sulfurisé. Essayez vraiment de bien faire en sorte que vos billes d'argile soient bien réparties et compressent bien la pâte partout dans votre cercle. Mes tartelettes sont foncées, reposées, pressées avec un petit peu d'argile ou autre à la maison. On va pouvoir passer maintenant à la cuisson. Donc ces petites tartelettes, on va les cuire 25 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti. Mes fonds de tartelettes sont cuits. Alors, on a une très légère coloration. On voit bien que sur le bord, alors attendez, je vais vous en défaire un pour que vous puissiez voir. Donc je vais enlever mes billes d'argile. Vous voyez que ma pâte s'est rétractée légèrement. Hein. C'est pour ça que je dépassais tout à l'heure. Hein. Là, nos petites tartelettes, on va les faire reposer, refroidir tranquillement. Alors si votre pâte bouge beaucoup, si vous sentez qu'elle est friable, attendez un petit peu, elle va se resolidifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer sur une grille, sur le côté de notre poste de travail, pour qu'elle puisse refroidir tranquillement sans avoir de condensation en dessous qui pourrait venir humidifier notre pâte. On prend juste le petit fonçage qu'on pose sur une grille pour que ça refroidisse. On va maintenant passer à la garniture de notre tarte. D'accord? Donc pour la garniture, on va commencer par le caramel de beurre salé. Pour faire notre caramel de beurre salé, on va se prendre une casserole, on va mettre du sucre dans notre casserole et on va ajouter de l'eau dans notre sucre. Voilà. On vient humidifier le sucre, on va se mettre sur le feu et on va se mettre à 9 sur 10, 10 sur 10, c'est-à-dire puissance assez élevée. L'objectif est de très vite monter en ébullition notre liquide qui va faire fondre notre sucre. On a notre sucre qui est en ébullition, ça y est, là, le sucre et l'eau ne forment plus qu'une seule masse. On ne touche pas, vous avez remarqué, je ne touche pas ma casserole. Hein. Si je la touche, c'est juste pour mélanger comme ceci, faire tourner le sucre dans la casserole, voilà. Mon sucre épaissit, donc là, je vais baisser un tout petit peu mon feu, comme ça me permet de mieux contrôler ce qui est en train de se passer. On va pas tarder à arriver, en prenant le temps, sur une première coloration du caramel. Vous voyez, sur les bords, on commence à avoir une coloration. Hein. Je vais continuer à le laisser colorer. Ce que moi je viens chercher, c'est un peu d'amertume, donc plus vous allez le faire colorer, plus vous aurez d'amertume. Là, vous voyez, je vais tout de suite me sortir de mon feu. Pourquoi? Parce que là, il continue à cuire mon caramel, même hors du feu. Et j'attends. Je préfère le sortir et retourner sur mon feu que de le cuire trop longtemps. Si je le cuis trop longtemps, il faudra que je recommence tout à zéro. Hein. Là, il me plaît. Vous voyez? Ça y est. Moi, il me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite stopper sa cuisson. Pour stopper sa cuisson, la crème. Paf, là, immédiatement, je refroidis indirectement mon caramel. Hein. Mon caramel a commencé à refroidir. Et là, maintenant, je vais incorporer tout mon beurre salé, qui lui aussi va finir de stopper la cuisson de mon caramel. Et regardez, là, on a un caramel qui a une très jolie couleur. Mon beurre est tranquillement en train de s'incorporer dans celui-ci. Donc ce caramel en bouche, il sera encore, une fois qu'il sera dans le fond de notre tarte, légèrement encore onctueux, hein. Il ne sera pas dur, il va rester un peu crémeux en bouche. Vous voyez que votre caramel est un peu solide par endroits.
pas de panique, vous le remettez un petit peu en chauffe. Ça veut dire qu'il a légèrement massé par certains endroits, donc vous le refaites chauffer un petit peu, le sucre va fondre. S'il faut, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, un tout petit peu, hein, et là vous serez bien. Moi le mien il est parfait là, comme il est, pas d'excès de gourmandise. N'allez pas tremper le doigt dedans, sinon vous allez vous en souvenir. Et pas parce que c'était bon, mais juste parce que vous vous serez brûlé. Au fond de mes tartelettes, je vais venir déposer des cacahuètes. Donc à peu près, moi je compte 10 grammes de cacahuètes par tartelette. Je vais venir couler mon caramel. Alors je ne mets pas tout dès le premier, hein. J'essaye d'être équitable. Le but quand même, c'est qu'on ait à peu près dans cette tartelette un peu plus de chocolat que de caramel, hein. Donc on remplit à peu près à un tiers. Il faut quasiment être au niveau des cacahuètes. On doit les voir encore légèrement, mais pas non plus, il ne faut pas qu'elles dépassent de partout, hein. Je vais juste, vous voyez, tourner un peu mes fonds de tarte pour que ça soit bien uniforme et que le caramel soit bien réparti partout. Je vais réserver mes petites tartes caramel cacahuète pour l'instant sur le côté pour qu'elles refroidissent légèrement, que mon caramel commence à se figer légèrement avant de venir intégrer la ganache que l'on va réaliser par la suite. C'est parti. Sans plus attendre, on va attaquer notre ganache. Alors pour notre ganache, moi j'ai fait le choix de faire un temps pour temps, quasi, hein, de lait et de crème. Ce qui va faire que ma ganache sera quand même beaucoup plus crémeuse encore que si j'avais mis que de la crème. Si vous êtes un fada de ganache à la crème, vous mettez que de la crème, hein. Lait et crème dans une casserole. On va faire chauffer ces deux ingrédients. On ne veut pas que ça bout pendant 5 minutes, hein. Dès que ça commence à monter dans la casserole, c'est que c'est assez chaud. Là, ma crème et mon lait sont chauds. Je prends mon chocolat que je viens intégrer dedans. Et là, je vais tranquillement déjà dans un premier temps laisser le chocolat immerger dans le liquide. 30 secondes, 1 minute, hein, juste le temps qu'il commence à fondre tranquillement. Mon chocolat s'incorpore directement. Je vais avoir quelque chose d'assez lisse, d'accord? Ça c'est important. Ma ganache est prête. Vous voyez, j'ai quelque chose de bien lisse, bien propre. Ça sent fort le chocolat. J'ai utilisé un chocolat noir, hein, volontairement. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez remplacer par du chocolat au lait. Ça sera très bon aussi avec cette petite tarte. Et on va venir tout simplement couler. Alors comme tout à l'heure, hein, je mets le chocolat un peu partout d'abord. Je répartis équitablement. Puis après, je reviendrai pour bien remplir. Alors, moi, volontairement, je ne remplis pas trop, parce que je vais revenir mettre des petits copeaux de chocolat là-dessus pour encore apporter un peu de mâche en bouche. J'aime beaucoup, moi, les copeaux de chocolat sur les tartes choco. Si vous les laissez tels quels, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit chalumeau et de venir passer juste un petit coup de chalumeau sur le dessus pour enlever les petites bulles qui pourraient se faire sur le dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste aller les mettre au frais, bien le temps juste que ma ganache prenne. C'est parti. Mes tartelettes ont pris, hein. Si on regarde et qu'on les prend, vous voyez, votre chocolat, il coule plus, hein. Le chocolat a complètement figé au frais. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, on a des petites bulles, hein, sur le dessus. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous les servez sans rien mettre dessus, un petit coup de chalumeau, ça vous en enlèvera toutes les petites bulles. Moi, ce que j'aime, c'est apporter encore de la gourmandise sur ces tartelettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petits copeaux de chocolat au lait par-dessus. Et je vais les recouvrir comme ça de petits copeaux de chocolat au lait. Ça va être magnifique. Vous voyez. Alors, il ne faut pas surcharger, hein, on en met vraiment juste ce qu'il faut. Ma recette est terminée. Alors, nous voici au moment fatidique, hein, le moment tant attendu, la dégustation. Je vais être franc. Moi, à la maison, j'ai 4 femmes. J'ai ma femme et j'ai mes 3 filles. Là, j'ai que 4 tartelettes. Si j'ai le malheur de rentrer qu'avec seulement 3, je pense que je ne passerai pas le pas de la porte. Ce qui est certain, c'est que gustativement, vous allez retrouver l'onctuosité du caramel de beurre salé, la pâte cuite comme il faut, et puis le crunchy apporté par les cacahuètes. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette petite tarte, vous serez fou de tarte gourmande.